Goedemorgen iedereen, bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce moment d'information sur le Covid-19 et la situation dans les hôpitaux, notamment en Belgique. On va également aujourd'hui parler de vaccination, mais on va commencer par une vue sur l'évolution des chiffres. Et je vais passer la parole au docteur Yves Van Latem. Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, les indicateurs sont globalement au vert, effectivement. Pour l'instant, dans un vert qui est un vert relativement clair, et on espérait qu'avec le printemps, ce vert devienne plus intense et plus foncé. Les contaminations et les hospitalisations continuent de diminuer à un rythme continu, c'est vrai, mais qui ne s'accélère pas actuellement, qui ne s'accélère pas encore, et on espère qu'il va le faire dans les jours qui viennent. L'occupation des soins intensifs par les patients Covid tourne toujours autour des 900 lits depuis plusieurs jours, ce qui fait qu'au total, patients Covid et non Covid, nous avons en permanence plus de 90% des lits de soins intensifs qui restent occupés, comme on l'avait déjà souligné à la fin de la semaine passée. Comme nous nous attendions aussi, malheureusement, le nombre de décès continue à augmenter, un peu en reflet de l'occupation intense des lits de soins intensifs depuis plusieurs semaines. Si on regarde la première diapositive, on se rend compte que nous avons eu une moyenne de 3485 hospitalisations par jour, ce qui est une diminution de 20% sur base hebdomadaire, et ce qui est bien marqué dans la courbe vert foncé que vous voyez ici. Il faut cependant souligner que nous avons eu au même moment une diminution drastique du nombre de tests effectués. Il a diminué pratiquement d'un tiers, de 32%, ce qui est bien sûr typique d'une période de vacances et surtout de vacances prolongées que nous connaissons pour l'instant. En contraste, nous avons actuellement un taux de positivité, un pourcentage de tests positifs qui est particulièrement élevé et qui a fortement augmenté en peu de semaines, j'ai presque envie de dire en peu de jours, puisque nous atteignons maintenant 9,4% des tests qui sont positifs, alors qu'en début mars, nous étions à 7%. Point positif aussi, c'est que chez des personnes d'âge moyen, de plus de 60 ans, le taux de contamination diminue également. Dans ce groupe, il n'y a pas d'impact de la fermeture des écoles, il n'y a pas d'impact des congés, des vacances classiques. Et donc ceci est un point positif chez les personnes qui n'ont pas de raison de moduler, je dirais, leurs tests pour des raisons de travail. La baisse est la plus importante chez les enfants et chez les adolescents, avec 39 et 28% de diminution dans ces deux groupes. Par contre, on est frappé par l'importance encore du taux de contamination chez les personnes entre 20 et 30 ans. On a là 17% du total de toutes les nouvelles contaminations et on est aussi là dans un groupe pour lequel la diminution est la moins prononcée, en l'occurrence de 10%. Si on s'intéresse géographiquement à ce qui se passe dans notre pays, vous voyez qu'effectivement la carte de la Belgique a viré au vert de manière uniforme. On a de manière égale une diminution globalement dans toutes les provinces. Elle varie simplement d'une province à l'autre, entre par exemple 22% pour la région wallonne et 18% pour la région bruxelloise et la Flandre, et pour les provinces de moins 29% pour le Namurois à moins 13% au niveau de la Flandre occidentale. L'incidence, et l'incidence, je vous répète, c'est le nombre de cas pour 100 000 habitants sur 2 semaines, est la plus élevée actuellement dans la province de Namur, suivie de la province du Luxembourg. Le nombre de nouveaux cas diminue de moitié actuellement tous les 22 jours, donc toutes les 3 grosses semaines. À ce rythme, si nous continuons sur ce rythme-là, nous pourrions atteindre un nombre de 2000 nouvelles contaminations par jour d'ici au 1er mai. Si on s'intéresse maintenant, et on le voit sur la diapositive, aux hospitalisations, on a une diminution modeste de 5% au niveau des hospitalisations. La semaine dernière, on comptait en moyenne ainsi 253 nouvelles hospitalisations par jour.
L'occupation totale au niveau de l'hôpital continue malheureusement toujours à augmenter, même si nous espérons qu'au vu de cette diminution des nouvelles hospitalisations, ceci s'inverse aussi et qu'on parvienne à obtenir un plateau dans l'occupation globale des lits par les patients Covid et bien sûr par la suite à une diminution. Actuellement, nous avons dans notre pays 3214 patients Covid hospitalisés, ce qui est 5% de plus qu'il y a une semaine. Parmi tous ces patients, 919 sont aux soins intensifs, soit 6% de plus que la dernière semaine. Le pic actuel d'occupation aux soins intensifs, soit 925 patients, a été atteint le vendredi 9 avril. Entre le vendredi 9 et maintenant, les chiffres bégayent, si on peut dire, entre 900 et 915 patients à peu près. Et on n'a pas de baisse significative, mais on a une stabilisation au niveau en question. Si on s'intéresse aux décès que nous avons à déplorer, eh bien oui, on l'a dit déjà, on a là une augmentation. Il y a maintenant en moyenne 43 décès par jour. C'est 29%, donc presque un tiers de plus que ce qu'on avait la semaine passée. La plupart des décès se produisent chez des personnes entre 75 et 84 ans, soit en l'occurrence 39% des décès. 35% avaient moins de 75 ans et 26% plus de 84 ans. Seuls 5% des décès se produisent encore chez des personnes qui résident en maison de repos ou en maison de repos et de soins. Alors, le thème du jour va être celui de la mobilité. On le fait tous les quelques temps, comme vous le savez. On va vous donner un petit aperçu de notre mobilité durant les dernières semaines. La bonne nouvelle, c'est que globalement parlant, notre mobilité a légèrement diminué depuis le week-end de Pâques. Et on espère que ceci pourra être maintenu encore pendant les semaines qui viennent. Nous savons tous que la mobilité est reliée au taux d'infection, que plus nous nous déplaçons, plus inévitablement nous rencontrons des gens et donc plus le virus peut lui aussi rencontrer d'autres personnes et établir des chaînes de transmission. Alors si on regarde cette diapositive, on voit tout en haut une courbe verte qui indique le pourcentage de temps que nous restons plus que la normale à la maison. C'est quoi la normale? C'est l'ère pré-Covid. Tout simplement, ce sont des moyennes hebdomadaires et c'est la ligne rouge au niveau du 0 que vous voyez là. Vous constatez quoi? Eh bien, vous constatez qu'en automne et en hiver, nous sommes restés chez nous pratiquement toujours au même niveau, qui tourne autour des 12% de plus que la normale du pré-Covid, avec des pics où nous restions plus chez nous, de l'ordre de 18 et 19% que vous voyez au niveau des vacances de Pentecôte et au niveau des vacances de Noël. Juste avant les vacances de carnaval, le spring break que vous voyez là, il y a eu un petit revirement puisque nous avons là, à partir de là, constaté une légère diminution du temps passé à la maison avec des valeurs qui sont plutôt comprises entre 10 et 12%. Cette baisse est allée de pair avec la réouverture d'un certain nombre de structures, comme par exemple au niveau des coiffeurs. Elle était aussi de pair avec un certain nombre de week-ends ensoleillés faisant suite à une période de froid prolongée. Si on s'intéresse à nos déplacements vers le lieu de travail, on a un schéma relativement similaire qui est représenté par la courbe bleue foncée que vous voyez en dessous de la ligne rouge qui marque le 0. Au cours de la période précédant les vacances de carnaval, 25% de personnes en moins se sont rendues, on voit le chiffre là, 25%, se sont rendues à leur travail. Pendant la période entre les vacances de carnaval et les vacances de Pâques, ce chiffre était de moins 20%, comme indiqué sur la ligne bleue foncée. Et donc il y a eu là une petite reprise des gens qui se déplaçaient pour aller au travail, chose, vous savez, qu'on ne souhaite pas trop pour la même raison que pour le fait de rester ou pas à domicile. Ce qui est frappant aussi, c'est la différence entre les périodes de vacances. Si pendant les vacances d'automne, et donc les vacances de Pentecôte et les vacances de Noël, notre mobilité a fortement diminué, ce fut moins le cas pour les vacances de carnaval et ce fut moins le cas pour le premier week-end des vacances de Pâques.
heureusement, j'ai envie de dire, après le lundi de Pâques, la mobilité, là aussi, a commencé globalement à diminuer. Il faut bien avouer qu'on est entré, là aussi, dans une semaine qui, au point de vue climatologique, était peu agréable, avec de la neige et des fortes giboulées. En tout cas, il est clair, d'après tous ces graphiques, qu'il nous est de plus en plus difficile de contenir nos déplacements et de diminuer encore, si on peut dire, ces déplacements pour obtenir de meilleurs scores. Ceci est effectivement compréhensible. Nous sommes tous un peu usés par les circonstances et de devoir supporter au long cours cette situation. Mais à nouveau, n'oublions pas qu'un contact est un risque de transmission et que nous sommes actuellement dans un monde où la transmission se fait avec le variant britannique et que ce variant britannique est intrinsèquement plus contagieux et que ceci donc multiplie, si on peut dire, comme une catapulte multiplie la force avec laquelle on envoie une pierre, ceci multiplie le risque de transmission si nous nous déplaçons plus. Alors pour toutes les personnes qui actuellement font du télétravail et parviennent à maintenir le télétravail, toutes celles qui limitent leur contact au point de vue social, au point de vue général, tenez bon puisque c'est en partie et en bonne partie par vous qu'on pourra continuer à maintenir la situation dans les semaines qui viennent. Par ailleurs, nous sommes maintenant à un moment décisif pour notre communauté musulmane, puisque le Ramadan commence ce jour en Belgique. C'est ici aussi pour le Ramadan, comme c'était le cas pour Pâques, la deuxième année pendant laquelle les circonstances limitent fortement le contenu social, le contenu affectif, le contenu de partage qu'il recèle. Mais nous souhaitons malgré tout à la communauté musulmane de passer le meilleur Ramadan possible. Merci. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. De cijfers kleuren groen, maar voorlopig gaat het nog om lichtgroen, terwijl we in deze prille, koude lente liever donkergroen zouden willen zien. De besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames blijven dalen, weliswaar aan hetzelfde tempo, zonder een teken van versnelling in de daling. In het bijzonder voor de ziekenhuisopnames hopen we in de komende dagen een snellere daling te mogen waarnemen. De bezetting op intensieve zorgen schommelt momenteel rond de 900 bedden. Daarmee liggen nog steeds bijna alle erkende bedden op intensieve zorgen volzet, en dit met zowel COVID- als niet-COVID-patiënten. Zoals verwacht stijgen de sterftecijfers nog door, maar we hopen hier ook een stabilisatie te mogen zien in de toekomst, in navolging van de stabilisatie van de ziekenhuiscijfers. De afgelopen week werden er gemiddeld 3.485 besmettingen per dag vastgesteld. En dat is opnieuw een afname van min 20% op weekbasis. Er werd echter ook fors minder getest, zo'n 32% minder testen dan vorige week. En dat is typisch voor een vakantieperiode. Maar tegelijk zien we dat het percentage positieve testen fors is verder gestegen tot 9,4%. Begin maart lag dit nog op 7%. Dat betekent dat er nog steeds veel virus circuleert. Positief is wel dat de besmettingen ook dalen bij de 60-plussers. In deze groep verwacht je niet direct een effect te zien van een verminderd aantal testen door de sluiting van de scholen of het werkverlof. De daling blijft nog steeds het meest uitgesproken bij de kinderen en de tieners, waar de cijfers respectievelijk 39% en 28% lager liggen dan vorige week. De meeste besmettingen zien we nu nog bij de twintigers, die verantwoordelijk zijn voor zo'n 17% van de nieuwe besmettingen. De daling is hier ook het minst uitgesproken over alle leeftijden, namelijk min 10%. De daling doet zich gelijkmatig voor in alle gewesten, meer bepaald min 22% in Wallonië en min 18% in Vlaanderen en het Brussels gewest.
Over de provincies heen zien we dalingen van -29% in Namen tot -13% in West-Vlaanderen. De hoogste besmettingsgraad of incidentie zien we in de provincie Namen, op de voet gevolgd door de provincie Luxemburg. De besmettingscijfers halveren nu om de 22 dagen. Aan dit tempo zouden we tegen 1 mei aan een niveau van 2000 nieuwe besmettingen per dag kunnen zitten. De daling van de ziekenhuisopnames zet zich bescheiden door met zo'n -5%. De afgelopen week waren er gemiddeld 253 nieuwe ziekenhuisopnames per dag. De ziekenhuisbezetting, dus het totaal aantal ingenomen bedden in het ziekenhuis, blijft echter wel nog steeds toenemen. Alhoewel het er wel naar uitziet dat ook dit elk moment kan aftoppen. Momenteel liggen er 3214 COVID-patiënten in de ziekenhuizen. En dat is nog 5% meer dan een week geleden. 919 patiënten liggen op intensieve zorgen. En dat zijn er 6% meer dan de week ervoor. Op vrijdag 9 april werd voorlopig de hoogste bezetting op intensieve zorgen van deze derde golf gemeten, met 925 patiënten. De dagen erna lagen de cijfers iets lager en bleven rond de 900 schommelen zonder verdere daling. De overlijdens tot slot kennen een verdere toename. Gemiddeld vielen er de afgelopen week 43 overlijdens per dag te betreuren en dat is 29% meer dan de week ervoor. De meeste overlijdens betreffen mensen tussen de 75 en 84 jaar oud. 39% van de overlijdens was tussen 75 en 84 jaar. 35% was jonger dan 75 jaar en 26% ouder dan 84 jaar. Slechts 5% van de overlijdens betreft personen die in een rusthuis verblijven. En tenslotte zouden we nog een nieuwe update willen geven over de mobiliteitsgegevens van de afgelopen weken. Het goede nieuws is dat onze mobiliteit licht is afgenomen sinds het paasweekend. Hopelijk kunnen we dit ook de komende weken blijven aanhouden. We hebben in het verleden vaak gezien dat mobiliteit geassocieerd is met de besmettingscijfers. Wanneer we ons verplaatsen, dan kan immers ook het virus zich verplaatsen. Laat ons eerst beginnen met de groene curve bovenaan. Deze groene curve geeft het percentage tijd weer dat we meer thuis blijven dan normaal. En met normaal bedoelen we zoals dat het geval was in pre-coronatijden. Het gaat hier telkens om wekelijkse gemiddelden. In de herfst en de winter bleven we vrijwel constant aan hetzelfde niveau thuis, namelijk 12% meer dan normaal, met pieken tot zelfs 18 en 19% meer in de herfst- en de kerstvakantie. Net voor de krokusvakantie kwam daar een lichte kentering in. Vanaf dan was er een lichte daling in het thuisblijven met waardes tussen 10 en 12%. Deze daling ging gepaard met het heropenen van de kapperszaken, maar vooral ook met het aanbreken van beter weer na een lange koude periode. Momenteel is het percentage tijd dat we meer thuis verblijven teruggestegen tot 15%. Dat is een vrij hoge waarde, maar nog altijd lager dan wat we bijvoorbeeld gezien hebben in de kerstvakantie of de herfstvakantie. Een gelijkaardig patroon zien we voor onze verplaatsingen naar de werkplaats. En dit wordt weergegeven door de donkerblauwe curve. In de periode voor de krokusvakantie werd er 25% minder naar het werk gegaan.
In de periode tussen de krokusvakantie en de paasvakantie was dit min 20%. Een stijging van de verplaatsing naar de werkplaats met 5% dus. Momenteel verplaatsen we ons 41% minder naar de werkplaats. Dat is ongetwijfeld een vakantie-effect, maar toch ook wel een stuk minder dan wat we bijvoorbeeld gezien hebben in de krokusvakantie, toen dat maar gezakt is tot min 33%. Wat verder eveneens opvalt, is het verschil in de vakantieperiodes. Terwijl in de herfst- en de kerstvakantie onze mobiliteit algemeen fel verminderde, was dit veel minder het geval voor de krokusvakantie, als ook tot voor het eerste paasweekend. Na paasmaandag is de mobiliteit algemeen sterk beginnen zakken, maar deze periode ging ook gepaard met sneeuw en stevige aprilse grillen. Het is in ieder geval duidelijk dat het steeds moeilijker wordt om onze mobiliteit te beperken. Dat is begrijpelijk, omdat we deze vervelende situatie reeds heel lang moeten volhouden. Maar denk eraan dat een klein beetje meer contacten, in combinatie met de meer besmettelijke Britse variant, voldoende is om de cijfers te doen stijgen. Dus hierbij nog een opsteker aan alle mensen die thuis werken en die hun dichte contacten beperken. Hou moed, want jullie maken wel degelijk het verschil voor de komende weken. Dank u voor uw aandacht. Mesdames et messieurs, bonjour. Ce mardi, nous avons gravi un nouvel échelon dans la campagne de vaccination, puisque nous atteindrons aujourd'hui le cap de 2 millions de personnes vaccinées. Cela porte donc à plus de 20% le taux de vaccination de la population belge. En d'autres mots, aujourd'hui, plus d'1 personne sur 5 est vaccinée en Belgique. Nous avons encore du chemin à parcourir avant d'atteindre un taux de vaccination suffisamment élevé. Mais nous y parviendrons si nous nous faisons tous vacciner. Pourtant, certaines personnes s'interrogent encore sur la nécessité ou l'utilité de la vaccination, et ce, plus particulièrement à Bruxelles et en Wallonie. Ce questionnement est normal et compréhensible, et nous insistons d'ailleurs sur l'absolue nécessité de se référer à des sources d'informations fiables, telles que les médecins généralistes et autres professionnels de la santé, mais aussi des sites d'information tels que les sites web infocoronavirus.be, jemevaccine.be ou infosanté.be ou encore Infocoronavirus Brussels. QVAX, le système général de réservation, a été lancé avec succès la semaine dernière en Flandre, en Wallonie et en communauté germanophone. Entre-temps, un demi-million de personnes se sont inscrites et 8000 inscrits ont reçu de cette façon leur première injection. Ceci témoigne de la volonté d'un très grand nombre de citoyens de se faire vacciner rapidement. À Bruxelles, un système de réservation spécifique, Bruvax, sera également ouvert. D'abord aux médecins généralistes pour y inscrire leurs patients à risque et dès le lundi 19 avril, aux citoyens désireux de s'inscrire sur une liste de réserve. Ce succès illustre avant tout combien nous sommes nombreux à vouloir en finir avec les restrictions actuelles qui pèsent sur notre quotidien et sur notre morale. Nous sommes tout aussi nombreux à vouloir retrouver une vie normale dans laquelle notamment la manière de se saluer et de se rencontrer ne constitue plus un risque sanitaire. Les livraisons de vaccins
vont s'accélérer fortement au cours des prochaines semaines. Par ailleurs, le nouveau vaccin Johnson & Johnson arrive cette semaine dans les centres de vaccination. Ce sont autant d'éléments qui doivent permettre à tous ceux qui le souhaitent d'apporter leur contribution au combat dans lequel nous sommes aujourd'hui engagés. Jamais dans l'histoire récente de notre pays, nous n'avons eu une telle occasion de démontrer à quel point nous nous soucions les uns des autres. La Covid-19 nous donne à tous l'occasion de démontrer que lorsqu'il s'agit de protéger nos proches, nos parents ou nos enfants, nous agissons et nous n'attendons pas que des autres le fassent pour nous. La vaccination n'offre pas qu'une protection individuelle, c'est aussi et surtout une protection collective que nous offrons à l'ensemble de la société. Une victoire sur la pandémie et l'espoir d'une liberté retrouvée. Nous vous remercions pour votre attention. Goedemorgen iedereen. Vandaag bereiken we weer een nieuwe mijlpaal in de vaccinatiecampagne. 2 miljoen mensen zullen dan in ons land gevaccineerd zijn. Hiermee is dan 20% van de Belgische bevolking of 1 op de 5 mensen gevaccineerd. We hebben nog een weg te gaan voordat we een voldoende hoge vaccinatiegraad hebben bereikt. We gaan deze behalen als we ons allemaal laten vaccineren. Nu nog zijn er echter mensen die twijfels hebben over het nut van vaccinatie, vooral in Brussel en Wallonië. We begrijpen dat mensen kritisch zijn en vragen hebben, maar we pleiten ervoor dat je betrouwbare bronnen raadpleegt, zoals je huisarts en websites zoals info-coronavirus, laat je vaccineren, gezondheid en wetenschap en coronavirus Brussels. QVAX, het algemene reservesysteem, werd vorige week in Vlaanderen, Wallonië en Duitsstalig België met succes gelanceerd. Ondertussen zijn hierop 500.000 mensen geregistreerd en kregen er ruim 8000 invallers op die manier hun prik. Het toont aan dat een groot aantal mensen zich zo snel mogelijk wil laten vaccineren. In Brussel zal een eigen systeem, Bruvax genaamd, worden gelanceerd. Eerst voor huisartsen om hun risicopatiënten in te schrijven. Vanaf 19 april voor Brusselaars die zich willen registreren op een reservelijst. Dit alles wijst erop dat velen van ons snakken naar het einde van de huidige beperkingen, die zo'n grote impact hebben op ons dagelijkse leven en op ons gemoed. Velen van ons willen terugkeren naar een normaal leven waar we elkaar opnieuw kunnen zien en begroeten zonder gezondheidsrisico's. De leveringen van de vaccins zullen de volgende weken sterk toenemen. Bovendien komt het nieuwe Johnson & Johnson-vaccin deze week in de vaccinatiecentra aan. Hierdoor kan de vaccinatiecampagne en kunnen wij allemaal een versnelling hoger schakelen in de strijd tegen corona. Nog nooit in de recente geschiedenis van ons land hebben we zo'n kans gehad om te tonen hoeveel we om elkaar geven. Om onze naasten, onze grootouders, onze ouders en kinderen en om onze vrienden. Vaccinatie beschermt immers niet enkel jezelf, maar ook je naasten en de hele samenleving. Enkel met vaccinatie kunnen we de pandemie overwinnen en onze vrijheid terugkrijgen. Dank u voor uw aandacht. Bedankt. Derde deel van ons informatiemoment, de persvragen. Vandaag hebben we 2 vragen gekregen. Wat is epidemiologisch gezien de ideale tijd tussen 2 heropeningen van bepaalde sectoren om het effect ervan te kunnen meten? Wel,
Je kan de minimale tijd definiëren om een eerste effect te zien van een heropening of van een maatregel ten vroegste 2 weken, maar eerder 3 weken na het in voege treden van die versoepeling. Je moet ermee rekening houden als je iets heropent, dat je dat effect niet onmiddellijk van dag 0 kan meten. Niet alle besmettingen vinden onmiddellijk plaats. Dat is iets dat zich geleidelijk aan gaat opbouwen. Dat vraagt toch enkele dagen vooraleer je daar een effect kan van opmeten. Laten we zeggen de eerste week. Dan komt nog een periode waarin de mensen in de incubatieperiode zitten. Die is gemiddeld een 5-tal dagen. En wanneer mensen de eerste symptomen krijgen, dan weet je dat ze zich ook niet onmiddellijk laten testen. We zien dat uit de statistieken, dat mensen vaak pas vanaf de 2e dag naar de dokter gaan om zich te laten testen of naar het testcentrum. Dus er zit toch al gauw een 2-tal weken tussen het heropenen en een eerste effect op de besmettingscijfers. Voor de ziekenhuiscijfers moet je dan nog een week langer wachten, een 3-tal weken na de heropening, vooraleer je een eerste effect kan waarnemen. D'un point de vue épidémiologique, quel est le délai idéal entre 2 réouvertures de secteurs pour pouvoir mesurer l'effet de celles-ci? Alors le temps minimum pour avoir un premier effet est de l'ordre de 2 semaines, mais idéalement je pense qu'il faut parler plutôt de 2 à 3 semaines. En effet, lorsqu'on change quelque chose, qu'on réouvre un secteur, les choses ne vont pas être visibles dès J+1 par rapport à l'ouverture en question. Il faut plusieurs jours pour que l'impact commence à être présent, que les transmissions puissent éventuellement s'y passer. Tout ceci va prendre à peu près 1 semaine. On sait que l'incubation de la pathologie par laquelle les gens auront des symptômes, donc ils vont se faire tester et ainsi faire tester leur contact à haut risque, mais ça met à peu près 4 à 5 jours là aussi. Et que très souvent, les personnes hésitent pendant 1 jour ou 2 en se disant « est-ce que j'ai bien quelque chose d'anormal ?» sauf lorsque les symptômes sont très importants, bien sûr. Et si vous rajoutez ces jours au jour, on arrive comme ça à peu près effectivement à 2 bonnes semaines. On sait que pour le critère d'hospitalisation, il faut souvent 4, 5, 6, 7 jours entre le début des symptômes et le moment où on est plus mal. Et donc, il faut de nouveau rajouter une partie. C'est ce qui fait que c'est entre 2 et 3 semaines, je dirais idéalement 3 semaines, qui permet d'avoir une analyse adéquate de l'impact de l'ouverture d'un nouveau secteur sur la transmission du virus dans la société. Comment interpréter la forte hausse du taux de positivité? Alors on l'a dit, le taux de positivité est important puisqu'il est passé environ des 7% à 9,4%. Et il faut souligner que dans les provinces francophones du sud du pays, comme le Hainaut, le Luxembourg, le Namurois, il est de plus de 12% dans les provinces en question. Et ce sont les zones dans lesquelles le pourcentage de positivité est le plus important de tout le pays. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, par rapport à cela signifie indubitablement que le virus circule toujours. Il circule toujours et il circule entre autres dans la population jeune. On a maintenant moins de tests, on l'a dit, on a 1/3 de tests en moins à cause des vacances. On a probablement surtout ça parce qu'on n'a pas de testing globalement dans les entreprises, de testing dans les écoles de manière large qui entoure des cas positifs. Lorsqu'on teste ainsi énormément, on récupère aussi beaucoup de tests négatifs qui sont liés heureusement à des personnes qui n'ont pas été en contact suffisant pour avoir une transmission. Et donc on perd ainsi un volume important de gens testés négativement. On a plutôt maintenant un testing chez des gens qui ont des symptômes ou des contacts à haut risque par rapport à des gens qui ont des symptômes. Alors, est-ce qu'on a aussi un impact déjà, je dirais, de la mise sur le marché dans les pharmacies des tests antigéniques? Je pense que c'est trop tôt pour le dire, mais dans le futur, il est possible que ces tests antigéniques que
l'on fait soi-même puisse être un facteur de diminution du testing négatif des personnes qui sont en contact, se testeraient elles-mêmes, se trouvent négatives et se contentent, je dirais, de ce type d'informations. Et je pense qu'il faut souligner ici, c'est l'occasion de le faire, qu'un test négatif au niveau antigénique n'a de signification que dans des critères très particuliers et qu'en cas de contact à haut risque, il faut toujours idéalement se faire tester par les techniques devenues classiques de type PCR. Hoe moeten we de toch wel forse stijging van de positiviteitsratio interpreteren? Wel, we denken dat die stijging enerzijds te maken heeft met het feit dat er duidelijk minder getest wordt in deze vakantieperiode, maar tegelijk ook nog wel veel virus circuleert in de samenleving. Wanneer het gaat over minder testen, dan zien we dat dat voor de voorbije week met 32% gezakt is. Dus de voorbije week werden er een 42.000 testen uitgevoerd. In de week daarvoor waren dat er bijna 63.000. We vermoeden dat dat betekent dat mensen zich wat minder laagdrempelig laten testen wanneer de kinderen niet naar school gaan of wanneer ze zelf niet moeten gaan werken. En wanneer ze getest worden, dat het meestal gaat om meer typische of iets ernstigere klachten, waardoor de kans op een positief testresultaat net iets hoger is. Een ander effect kan ook te maken hebben met de sluiten van de scholen en het feit dat er minder gescreend wordt daardoor. We weten dat in scholen soms massaal ingezet wordt op testen. Wanneer er 1 of meerdere gevallen worden vastgesteld, gaat men al gauw een hele klas of een heel schooljaar testen. En daar zullen veel negatieve gevallen tussen zitten. Dat maakt dat het percentage testen dat nog positief is, kleiner wordt. Er is nog een effect mogelijk, maar we denken dat het wat te vroeg is om daar al iets van te kunnen zien. Dat kan te maken hebben met de komst van de snelle antigentesten. Deze zijn sinds een week op de markt, kunnen gekocht worden in de apotheek. En door eerst zo'n snelle antigentest uit te voeren, kan er een preselectie zijn van positieve gevallen voor de PCR-test. Het is zo dat wanneer mensen positief testen op een snelle antigentest, dat er dan aan hen gevraagd wordt om zich te laten testen met een PCR-test ter bevestiging. En de kans dat die PCR-test positief is dan ook een stuk groter natuurlijk, indien er geen preselectie of voortest zou geweest zijn met zo'n snelle antigentest. Nu, we hebben daar nog geen data over en het lijkt ons ook nog te vroeg om dit al te kunnen opmerken in die percentages. Ten slotte zou ik ook nog een gezellig en veilige start van de Ramadan willen toewensen aan iedereen die hieraan deelneemt. Denk eraan om dit op een veilige manier te doen, zoals dat ook vorig jaar gebeurd is. Dank u. Merci. Merci à vous pour votre attention et merci à nos intervenants. La prochaine conférence de presse aura lieu vendredi à 11h. D'ici là, on vous souhaite une très bonne semaine. Au revoir.